Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où c'est la reprise de la rentrée et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Marie Kelbert. Bonsoir Marie, Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous et toutes. bienvenue dans les rencontres, un endroit où aller. Alors ce soir, je vous reçois pour ce fabuleux premier roman qui s'appelle Le Buzuc, je ne sais pas si on le voit bien, qui est paru le 21 août dernier aux éditions Viviane Ami. Le voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Marie, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent vous poser des questions, soit par l'intermédiaire du chat directement ici, soit en commentaire sur notre page Facebook. Alors, ce soir, je suis ravie parce que moi, j'adore les primo-romanciers. Vous en faites partie. Votre livre m'a enchantée, m'a fait une bulle de respiration. Mais pour ça, je voudrais d'abord, avant d'en parler, que vous nous le résumiez pour qu'on sache de quoi ça parle, le Buzuc. Alors, disons que si on se fie à la couverture là, du livre que vous avez montré, on pourrait très bien dire qu'il s'agit de l'histoire d'une mamie d'une mamie qui s'appelle Joséphine avec son chien, le Buzuc, et tous deux incontrôlables. Voilà. Et aussi tous deux embarqués sur une ZAD, c'est-à-dire une zone à défendre. En l'occurrence, il s'agit de la défense d'un site naturel en Bretagne. Et l'histoire se passe en Bretagne, dans le Nord Finistère. Voilà. Mais alors, ce n'est pas que ça, bien sûr, c'est assez sommaire comme résumé. Mais voilà, en gros, c'est ça l'histoire, hein. Oui, c'est pas mal. On va pas en dire plus. Le Buzuc. Alors moi, ce qui m'a attiré, on va la remontrer la couverture, c'est déjà le titre, le Buzuc et la couverture, qui vont pas du tout ensemble d'un premier abord. Mais après, on se dit que finalement, il y a un lien. Alors, c'est un premier roman, mais mon petit doigt m'a dit que c'était quand même un troisième. Pourquoi avoir décidé d'envoyer et de faire publier celui-ci, Marie? Pourquoi celui-ci particulièrement? Mais parce que mon entourage m'a poussée. Ils vous ont mis un couteau sous la gorge? Ils ont dit, ah, il faut le Oh, publier? il y avait une sorte de... Évidemment, les précédents ainsi avaient plu à mon entourage, à mes proches, et un petit lectorat, voilà, des amis, etc. Et j'avais dit que je n'étais pas prête encore. Parce que je sais que c'est une aventure, je sais que c'est une expérience très longue, avec beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes, beaucoup de frustrations. Et moi, je m'étais dit, j'ai pas envie de perdre du temps, voilà, dans ce genre d'entreprise. Je ne fais pas de marketing, je ne sais pas bien faire ces choses-là. Et donc, j'étais dans l'urgence, en fait, d'écrire plutôt que de publier. J'ai aussi ce luxe de pouvoir peut-être temporiser ou voilà, ne pas avoir cette envie forcément d'être célèbre, par exemple. Enfin, voilà. L'écriture, ça primait. Et ce roman, euh, mon entourage, vraiment, mais alors mes tout proches, m'ont dit, écoute, un moment, il faut vraiment, il faut y aller cette fois-ci. Et si tu veux, nous, on s'en occupe. Voilà comment ça s'est passé. Alors moi, j'ai dit, bon, bah, écoutez, si je ne sais rien des retours, si je ne sais pas s'il y a eu des refus, je ne veux rien savoir. Comme ça, je peux continuer mon travail. Et puis le jour, si un jour arrive où quelqu'un voilà, est intéressé, eh ben, on va voir. Donc, je suis rentrée dans cette aventure un petit peu par la petite porte, comme ça, et un peu en me défaussant, vous voyez. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Lise Chasseloup des éditions Viviane Ami qui a eu un coup de cœur pour le livre. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Mais vous l'avez envoyé par la poste? Oui, Ah, comme quoi ça marche encore hein, par la poste, hein. Si ah vous oui. regardez, n'hésitez pas. Alors, on va le rappeler, c'est une fiction. Il y a peut-être des choses autobiographiques comme tout le temps, partout. Mais moi, je voudrais savoir, ça a été quoi le point de départ de cette fiction? C'est un personnage d'abord ou c'est l'histoire que vous aviez en tête? Parce que parfois, c'est un personnage qui amène l'histoire et vice-versa. Vous, c'était quoi? Ah non, moi, c'est le site. C'est, en général, ça part d'un lieu, hein. Donc là, c'est la Bretagne. Là, Ça c'est la part toujours Bretagne. d'un lieu. Là, en l'occurrence, ça se passe chez moi, dans ma région natale. Je suis native de cet endroit, donc je connais très bien. Je n'y vis plus, mais j'y suis très souvent et j'ai pas mal voyagé, etc. À un moment donné, on était aux États-Unis et puis je me suis dit, il faut que je continue à écrire cette histoire de chien et de grand-mère. Et c'était très commode pour moi parce que j'avais l'image de ce paysage dans la tête. Donc, j'étais partie de ce paysage parce que un jour, en rentrant chez moi, c'était en 2016 à peu près, je me souviens bien, je me promenais sur ce site et on parlait beaucoup à l'époque de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai toujours été très intéressée par l'actualité et j'ai eu une sorte de vision. J'ai imaginé ce que ce serait cet endroit s'il était
s'y suscitait la convoitise quoi, de promoteurs. Alors je me dis, qu'est-ce que ce serait? Donc j'ai imaginé peut-être un golf, un petit golf, ce serait possible. Et je pensais que l'endroit s'y prêtait. Et que, donc c'est parti vraiment de cette image du paysage, de la nature, de cet environnement. Et j'ai tout de suite vu évidemment la rébellion, la levée de bouclier, vous voyez, des locaux, des personnes qui ont l'habitude de se promener à cet endroit et qui évidemment se laisseraient pas faire. Et donc, il y aurait un comité de défense qui se mettrait en place, etc. Donc, mon personnage est venu après. D'accord. Alors, votre personnage principal, c'est donc, vous l'avez dit, c'est Joséphine, elle a 70 ans, elle est veuve, et elle a récupéré ce petit teckel qui s'appelle le Buzuk, qui est un peu caractériel. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous avez un chien, Marie? Non, je n'étais pas de chien du tout. Je connais rien en chien. J'avais jamais vraiment vu de teckel en vrai. J'en ai vu un en vrai le jour où nous avons fait organiser un petit événement à la fin de l'été sur cette fameuse couette de plumes, cet îlot Sainte-Anne là dans le Finistère. Et il y a une dame que j'avais croisée par hasard et qui est venue avec son teckel et c'est exactement le teckel Dingue. que je cherchais. Et c'est un teckel à poil court et il me fallait ce chien. Il est Oui, votre éditeur, il a bien fait les choses. Derrière, sur le bandeau, il y a le petit teckel. oui, ça c'est le teckel emblématique, mais ce n'est pas lui. Oui. Et pourquoi vous avez voulu mettre un chien dans ce livre? Parce que ce chien, avant que vous me répondiez, il a quand même un rôle. On se dit, ouais, c'est un chien, d'accord. Non, non, lui, c'est le baromètre. Le baromètre des humeurs. On a l'impression que c'est un peu comment ça s'appelle, le balancement d'une horloge aussi. Pour le temps qui passe, il a un rôle particulier. Mais pourquoi vouloir mis un chien à tout prix dans cette histoire? Alors, le chien, à vrai dire, je ne sais même plus comment il est arrivé. Voilà. Parce qu'il a un vrai Mais rôle. au départ, je suis partie de ce personnage de Joséphine, donc, enfin, après évidemment le choix du lieu et du cadre, j'ai pensé au personnage, donc Joséphine, qui a 70 ans, elle est veuve. Et j'imaginais que j'ai vu une scène dans son salon avec le fauteuil de son mari, voilà, qui n'est plus occupé, voilà, ce fauteuil vide. Et j'ai vu tout de suite, je ne sais pas, un chien sauter sur le fauteuil et s'installer là. Et un chien très triste, hein. Il est en deuil, lui aussi, parce que c'est le chien de son mari décédé. Hein. Donc, c'est le chien de son mari décédé. Et on sait que les teckels, je me suis renseignée, je ne connais pas grand-chose en chien, mais je me suis renseignée, ce sont des chiens très exclusifs, très affectueux, très intelligents. Mais donc, il était très attaché à son maître. Et donc, il se trouve que c'est finalement un compagnonnage forcé entre Joséphine et ce Buzuc, dont elle est bien obligée de s'occuper. Donc, c'est comme ça que le chien est arrivé dans l'histoire. Je voulais qu'il apporte aussi une note de mouvement, de légèreté, parce que finalement, c'est le fil rouge du livre. Vous avez dit, c'est le baromètre, c'est tout à fait vrai. Hein. Et c'est le fil rouge, il traverse le livre d'un bout à l'autre. Et on ne va pas dire comment ça se termine pour lui, mais en tout cas, il est là et il apporte le mouvement et il vit les choses à peu près de façon symétrique avec Joséphine. Donc, c'est partir du deuil, de la tristesse du deuil, pour arriver finalement à surmonter peut-être, enfin en tout cas à trouver, se réconcilier avec la vie. Et donc, c'est surtout parce qu'il apportait cette note-là de mouvement, de vie, et il me permettait aussi le, de faire de l'humour, en fait, hein, la légèreté, parce qu'on Je est vais dans un... Voilà. rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. Vous avez dit que vous avez vu le chien sauter. Ça veut dire que vous, l'écriture, c'est très visuel, c'est-à-dire que vous avez d'abord l'image et après, le prolongement vient au stylo et vous écrivez. Oui, d'abord l'image, ça, je pense que c'est vrai, oui, c'est d'abord l'image qui s'imprime vraiment, et que je ne peux plus lâcher. C'est vraiment l'image d'abord dans la tête, et ensuite c'est une construction qui vient. La construction vient après, mais je pense que c'est comme c'est le propre de tous les auteurs, les écrivains, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Et ensuite, il y a un travail beaucoup plus rationnel de recherche, d'écriture mais au départ, ces fulgurances, ce sont des images que je ne peux pas effacer. Donc, je sais que à partir du moment où elles sont imprimées, je dois partir dans cette direction. Alors, il y a pas qu'un chien hein, dans ce livre, il y a les enfants de Joséphine. Donc, elle a un fils, deux filles et des petits-enfants. Il y a aussi un fameux Guy, on en parlera tout à l'heure. Il y a forcément les rebelles de la ZAL qui sont contre le golf. Mais il y a surtout des thématiques très intéressantes. Alors, le fil rouge, c'est le chien, mais il y a aussi un autre fil rouge, c'est le lien. J'ai envie de dire le lien à la terre,
les liens familiaux et les liens intergénérationnels. Est-ce que ça aussi, c'était important pour vous de faire comme s'il y avait une transmission, parce qu'il y a une certaine transmission dans ce livre quelque part? Oui. Oui, vous avez vraiment raison de souligner ça, le lien, parce que effectivement, Joséphine est en lien, on va dire d'abord avec trois personnages. Bon, bien sûr, son mari, avec qui elle a vécu 40 ans, voilà, donc ça ne peut pas s'effacer comme ça du jour au lendemain, bien sûr. Et ensuite, elle a un lien très fort avec sa petite fille aînée, qui a 16 ans, qui s'appelle Jade, et en qui a été semée, je pense, la petite graine d'excentricité ou de fantaisie de sa grand-mère. Et il y a une connivence entre elles, pas seulement sans doute parce que c'est la première petite fille, mais parce qu'elle lui ressemble, il y a quelque chose de partagé entre elles deux. Donc il y a un lien qui est là et qui, bon, là c'est l'adolescence, mais on va dire que euh, c'est logique que Jade rentre dans cette histoire parce que elle a ce lien très fort avec sa grand-mère. On sait pas, elle est, comment on pourrait dire, elle n'est pas aussi, c'est un électron libre également, mais elle est très bien informée, c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Alors je précise que moi, je n'ai pas de petite fille, je n'ai pas de petits-enfants, mais j'observe beaucoup autour de moi, donc j'ai des nièces, j'ai des muses, je vois. Et donc je trouvais que c'était un ancrage possible, ce lien. Et puis le troisième lien, bien sûr, c'est le lien avec le chien, parce que je pense que grâce au Buzuc, elle aussi, finalement, contre toute attente, parce qu'au départ, elle le rejette, elle va l'apprivoiser, en quelque sorte. Et bien sûr, ensuite, il y a cette faculté qu'elle a, je pense, à nouer des liens avec d'autres personnes. D'ailleurs, quand ses filles lui disent, Maman, cet été, on va te laisser tranquille, tu as besoin elle est encore en deuil, elle est triste, etc. Et elle a fait peut-être, elle a commis des choses qui sont peut-être un peu problématique pour les filles avec les petits-enfants. Donc, un peu de négligence, des choses comme ça. Et donc, elle est disponible cet été-là pour rencontrer d'autres personnes, et pas seulement pour revoir ses anciens amis ou ses amis, cette communauté de locaux avec qui elle a des affinités depuis longtemps. Et donc, elle est disponible pour rencontrer des jeunes gens, voilà, qui sont complètement différents d'elle, mais elle a cette faculté d'aller voilà, vers la nouveauté et surtout parce qu'elle a une forme de candeur. Elle n'est pas installée comment dire, dans un rôle définitif. Et je pense que ça aussi, ça l'aide peut-être à surmonter son deuil. Alors, je ne sais pas si je peux parler maintenant de la relation qu'elle a avec ces jeunes gens, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée vers eux. Alors, il y a d'autres thématiques, il y a surtout la vieillesse dans ce livre qui est merveilleusement abordée. Je trouve que c'est vraiment c'est très délicat, c'est avec le temps qui passe, tout ça. Donc, il y a le deuil, on vient de le dire, et il y a surtout l'engagement. Il y a l'engagement avec sa famille, et il y a l'engagement écologique, parce qu'il y a quand même une question de la terre. Et moi, je voulais savoir si cet engagement que prend Joséphine, c'est un choix qui est pour elle une forme de renaissance, ou c'est en fait c'est une quête de sens après la mort de son mari. Alors, je ne crois pas qu'elle soit consciente de ce qu'elle veut faire. Je ne crois pas que ce soit une quête de sens. Mhm. Je crois que ça va avec son tempérament. Comme je disais tout à l'heure, un électron libre. Elle est curieuse. Elle a gardé cette curiosité. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas du tout informée au départ. Elle ne sait pas, elle, ce que c'est que euh, le, le- la radicalité écologique, des choses comme ça, les zadistes. Elle ne sait pas. Donc, elle n'a pas de préjugés, elle n'a pas d'a priori sur eux, contrairement à ses amis engagés dans cette communauté de locaux de défense hein, de la Côte des Plumes. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle perçoit tout de suite deux choses. D'abord, qu'ils sont là en renfort pour les aider à défendre ce territoire. Et je pense que chez elle, c'est plutôt de l'ordre comment on pourrait dire, des tripes. Vous voyez, c'est dans les tripes, en fait. Elle aime cet endroit. Alors, elle n'a pas l'étiquette écologique, elle n'a jamais milité nulle part, mais là, il s'agit de défendre un territoire. Donc, vous disiez tout à l'heure le rapport à la terre, oui. Donc, c'est surtout ça d'abord qui l'anime. C'est impossible, un projet comme ça, une prédation de ce territoire,
c'est absolument impossible pour elle parce que je pense que, comme beaucoup de gens qui connaissent cet endroit, et il y en a des milliers sur la Terre, c'est un endroit qui est absolument intemporel, qui est un petit peu coupé de tout parce que c'est un îlot. Et, euh, et donc, c'est une sorte de sanctuaire. Donc, toucher ce sanctuaire, c'est c'est un sacrilège. Alors, c'est ça qui l'anime au départ. Donc, l'écologie, c'est autre chose. Donc, c'est la défense, on va dire, de la nature. Mais elle n'a jamais, jusque-là, été vraiment très engagée. Elle a pris conscience de l'importance de la nature lorsqu'elle a appris qu'il y avait un projet donc, de prédation ou d'implantation touristique, voilà, de enfin, vous voyez, de dévastation de ce territoire. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment, je pense que c'est pas calculé. Alors, vous avez choisi comme forme de... Joséphine parle à son mari à travers un journal. Donc ça veut dire qu'il y a deux temporalités dans le livre. Il y a le passé et le présent. Pourquoi avoir choisi cette forme qui peut compliquer la tâche pour un premier roman? Ou alors c'était un challenge, c'est quoi? Ou alors c'était naturel pour vous que ce soit construit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le défunt et elle parle à son mari parce que c'est une habitude. Ah, ça, c'est une question intéressante, hein. Alors, le challenge, moi, ça m'intéresse, ça. Parce qu'au départ, je n'avais pas commencé comme ça, l'histoire. J'avais commencé comme un roman traditionnel, classique, avec à la troisième personne, Joséphine. Et j'ai eu peur de tomber dans un piège, et le piège de l'écriture, de la description, de partir comme ça, me faire plaisir à écrire sur la Bretagne, parce qu'évidemment, comme c'est une région qui me tient à cœur, c'est le premier roman que j'écris sur ma région. Et je savais qu'il y avait ce danger de vouloir faire beau et de vouloir décrire les ciels, décrire la mer, les vagues, etc. Enfin, cet endroit qui est très beau et on peut très bien se perdre. J'aurais une tendance naturelle à faire des descriptions un peu lyriques ou à partir, oui, à faire un peu de prose poétique. Ou, voilà. Je me méfiais de ça parce que ce n'était pas mon objectif. Moi, je voulais raconter cette histoire de cette rencontre, de cette espèce de, pas de rédemption, parce que le mot est trop fort, mais je suis partie de la nature et ensuite le personnage est venu. Donc chaque chose est à sa place. Mais le choix du journal, il est venu comme ça, spontanément, parce que je me suis dit, il y a deux vertus. La première, c'est que ça me permettait d'éviter les écueils de trop en dire. Parce qu'évidemment, comme elle s'adresse à son mari décédé, dont elle entend encore les voix, parce que le deuil est assez récent encore, au début du roman. Et le deuil, surtout quand elle a entamé son journal. Donc, elle entend des voix. Je pense que quand on perd un proche, on peut, si on fait un peu attention, on peut entendre les voix et avoir une sorte de communication. Donc, c'est une sorte de dialogue muet entre elle et son époux. Et ça, c'était la première raison, c'est que je me disais, c'est plausible. Elle raconte les événements de cet été-là où elle a rencontré ces jeunes gens. Il se passe plein de choses, c'est la vie. Et elle raconte donc à son mari, sous la forme d'un journal, ce qui se passe cet été-là. Et en même temps, ça lui permet de donner des nouvelles du Buzuc, puisque elle sait que le Buzuc, il pense aussi à Jacques. Et la deuxième raison, c'est que ça me permettait aussi de donner la parole à Jade Mm. après. Parce qu'à Ouais. partir du moment où elle a stoppé l'écriture de façon assez brusque, elle a stoppé l'écriture de son journal, et Jade a pris le relais pour une raison qu'on n'a Une pas. transmission, en fait. Oui, transmission, C'est mais toujours là. elle savait pas que Ah oui, Jade non. allait. Ah, oui. Mais Jade a lu le journal de sa grand-mère. Bon, j'en dis pas plus parce que c'est le roman, c'est l'histoire. Mais ça permettait aussi donc de passer le relais, donc dans une autre forme d'écriture. Et pour moi, c'était amusant de faire ça. Et donc, c'est une sorte de capsule temporelle, finalement, le journal. Et puis, parce que la temporalité dont vous parlez, finalement, dès le début, donc il n'y a pas on divulgage rien du tout, Non, parce non. que dès le début, on voit Joséphine, on rencontre Joséphine en train de découvrir son propre journal, dont elle fait la lecture. Elle découvre son propre journal. On ne sait pas pourquoi, mais on le découvrira petit à petit. Je voudrais qu'on revienne sur les enfants de Joséphine, parce que les enfants, surtout les filles, parce que le fils, il est loin, il est en Nouvelle-Calédonie, donc c'est le père de Jade. Mais les filles, on a l'impression que
c'est un miroir ce livre, parce que finalement, tous les rôles s'inversent. C'est-à-dire que les enfants ben, prennent la place des parents parce qu'ils sont très inquiets par leur mère qui va qui se rebelle, qui va porter presque des pancartes sans rien divulguer non plus. Mais c'est marrant ça. Et pareil avec la petite fille. La petite fille veut être sa grand-mère et peut-être on a l'impression que la grand-mère veut revenir dans sa jeunesse. C'était aussi ça la construction en miroir que vous vouliez ou pas du tout? Moi, j'ai pas du tout pensé à ça, pour être honnête, hein, mais j'ai voulu surtout qu'il y ait un contraste. Parce que j'aime bien ces histoires où la difficulté de communiquer, parfois même avec ses plus proches, en fait. Et effectivement, Jade, je pense, effectivement, vous avez raison, c'est une sorte de miroir inversé de sa grand-mère. Ça, oui. Sauf qu'elle n'a pas la naïveté de sa grand-mère, elle est beaucoup plus au fait de tout ce qui se passe. Et donc, elle voit un effet d'aubaine dans les décisions de sa grand-mère. Quant aux filles, j'ai pensé que c'était le journal justement permettait cette ambiguïté sur les relations entre cette mère et ses filles. Alors, il y a de l'humour normalement, il y a une sorte d'ironie qui fait que de temps en temps, elle fait des saillies, elle fait des sorties, elle raconte à son mari des histoires, des choses que ses filles lui reprochent, etc. On sent qu'il y a une légère tension. Mais c'est un mode de communication entre elles. Et ce qui est certain, et ça c'est indéniable, parce que dès le départ, quand j'ai réfléchi aux personnages, les filles, elles sont très conventionnelles. Mm. Elles sont très Ouais, conventionnelles, ouais. jusqu'à l'ennui, je dirais. Moi-même, elles m'ennuient un peu. Voilà, parce qu'elles sont très rangées, classiques. C'est un vieux jeu en fait, un peu. Un peu vieux jeu, mais c'est un fait, ça existe. Et leur mère, elle est très différente. Elle n'a pas la même nature, elle n'a pas le même caractère. Et donc, il est évident que ces filles, voyant leur mère s'engager comme ça bon, dans une aventure qui n'était absolument pas prévue, bien sûr, comme un électron libre, comme on l'a déjà dit, ça les inquiète parce qu'elles, elles pensent que leur mère, dans leur logique conformiste, elles pensent que leur mère a peut-être un petit problème cognitif, peut-être lié au deuil, sachant pertinemment pourtant que le deuil n'est pas une maladie, mais voilà, un état d'être, un état d'âme, enfin voilà, et que c'est une épreuve à traverser. Mais elles se disent peut-être qu'il y a des séquelles, et peut-être que tout ce qu'elle fait, je dis peut-être chaque fois parce on ne sait pas, justement le journal permet cette ambiguïté. Elle s'inquiète, mais jusqu'à la priver de quelque chose, jusqu'à tout juste si elles ne se disent pas, tiens, maman, elle a un problème d'Alzheimer, peut-être qu'il va falloir qu'on l'aille consulter. Et donc, c'est cette espèce de disharmonie familiale, mais qui, au départ, selon moi, n'a rien de dramatique, n'a rien de tragique. C'est juste trop d'amour, peut-être, ou trop d'inquiétude. Et elles sont loin d'imaginer que ce soit possible peut-être à 70 ans, parce qu'elle a 70 ans, ben, d'être encore libre, d'avoir un libre arbitre, de faire des choix et de se transformer, de s'adapter. Et je ne sais pas si j'ai le... Oui, Faut dire que le Buzuc se lâche, mais Joséphine, elle se lâche aussi. Et c'est vrai que c'est humain. Quand on voit nos parents faire des trucs un peu où ils se lâchent, hein, on s'est dit, alors qu'on les a mis dans des cases, on s'est dit, non, mais ils ont pété un câble quand même, là, c'est pas possible. On les imagine pas faire ce que nous, on pourrait faire, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Les filles de Joséphine, elles la voient pas s'épanouir, mais parfois, elle est dans le délire quand même un peu, elle est à fond. Et on peut comprendre. Et ça, c'est très bien. Et j'ai envie de dire que Joséphine, elle a l'art du détachement. tout à fait. Alors, oui, justement, à propos de ça, je réfléchissais à ça justement. Qu'est-ce que la vieillesse? Parce qu'à l'époque, moi, quand je l'ai écrit, ce livre, donc c'est pas du tout autobiographique, hein, vous avez compris. Moi, je l'ai écrit, j'avais 5 ans. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 59 ans, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, je vais prendre quelqu'un d'âgé pour moi. Mais là, je vois que je suis en train d'approcher de son âge, mais bon, donc ce n'est pas moi pour que ce soit clair. Mais j'ai observé autour de moi, comme nous tous, je pense, que la vieillesse, c'est pas forcément avoir des problèmes cognitifs, etc. C'est pas forcément tomber malade, mais c'est un apprentissage du détachement. Quand on vieillit en bonne santé, moi j'observe ça autour de moi et je vois que c'est possible. Et parfois, on parle, vous savez, du syndrome de Diogène. Ça m'intéressait beaucoup, ce concept-là. Parce qu'on dit le syndrome de Diogène,
Vous savez, c'est ces gens qui accumulent, qui jettent rien, etc. C'est les souvenirs, ça va souvent avec le deuil, etc. Donc les filles, elles se demandent, ou même son entourage, Joséphine se dit, tiens, peut-être qu'elle a le syndrome de Diogène. Et donc là aussi, il va falloir surveiller ça. Hein, elle fait des choses, elle donne des choses. Ils ont très peur, elle, qu'elle donne la maison à n'importe qui, par exemple, vous voyez. Et tout est possible. Mais donc, moi, le syndrome de Diogène m'intéressait d'une façon générale depuis longtemps. Mais moi, je pensais surtout au personnage de Diogène, vous savez, le philosophe grec qui vivait dans un tonneau, et, enfin dans un fût en bois, je crois. Et il est là, il a juste une petite loupiote à côté de lui, et en fait, il vit de rien. Il vit, je dirais même pas d'amour et d'eau fraîche, parce qu'il y a pas d'amour, mais il distribue des bonnes paroles aux gens qui passent devant, et il vit de la mendicité. Et donc, en fait, il prône une sorte de sobriété dans la vie, voilà, sobriété, arrêtons d'accumuler, arrêtons. Donc moi, je trouve qu'il a quelque chose d'une modernité, ce personnage de Diogène, que j'ai envie de le convoquer, voilà, pour parler de Joséphine. Je dis, elle est Diogène d'une certaine façon, mais c'est pas le syndrome de Diogène, c'est plutôt la sobriété, et avec, ça va aussi avec voilà, le détachement des biens matériels. Et c'est en ça qu'elle noue cette relation avec Ouais, euh, ouais, tout à fait. ces jeunes idéalistes, hein, qui, eux, c'est une idéologie qui les anime. Mais elle, c'est tout à fait autre chose, parce que j'ai oublié de dire, mais c'est quand même peut-être un peu important, c'est qu'elle a un ancrage, euh, je dirais, religieux. Je ne veux pas faire peur à tout le monde en parlant de ça, mais c'est une figure locale. Et souvent en Bretagne, encore dans les petits villages et tout, vous avez des personnes de cet âge-là et au-delà qui sont très engagées, par exemple dans les paroisses, qui aident à la préparation des mariages, des baptêmes, etc., ou des enterrements. Et elle fait partie de cette catégorie de personnes. Et c'est pour ça qu'en ça, elle rejoint aussi ces jeunes gens qui, eux, sont à des années-lumière, évidemment, d'aller à la messe, de croire en tout ça. Mais elle croit en ces valeurs-là. Donc, elle retrouve chez ces jeunes gens des valeurs comme la fraternité, la tolérance, les biens matériels. Eh ben, on essaie de Ouais, l'entraide et tout ça, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui est un personnage secondaire, mais pas si secondaire que ça, c'est Guy. Guy, la tour de contrôle. Guy qui voit tout, qui fait de la photo. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de Guy? Alors, Guy, je vais vous dire, c'est le seul personnage existant. Mais je ne le connais pas, je ne le connais pas. Je le connais par l'intermédiaire d'un livre de lui que j'ai acheté. C'est un photographe, enfin c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais je sais qu'à la fin de sa vie, il faisait des photos des levées de soleil, des, des, Comme des- Guy. Comme Guy. exactement, comme Guy, exactement parce que sa maison était placée juste en face de cet endroit de la Côte des Plumes où il pouvait assister tous les matins au lever de soleil. Et il avait fait un livre de ses photos, et qui est un très joli livre. Ça s'appelle Les petits matins de la Côte des Plumes. Et ce sont que des photos, et il mettait de toutes petites légendes. Parfois, il n'y en avait pas. C'était juste la beauté des levées de soleil. Et puis, il disait cette phrase en introduction. J'avais lu, j'avais trouvé ça magnifique. C'est pour ça que je l'ai fait rentrer dans mon roman. Parce qu'il a dit, on a toujours envie de photographier ou d'assister à des couchers de soleil. Il y a des gens, j'ai vu ça en Californie aussi il n'y a pas si longtemps. Les gens viennent se donner rendez-vous, ils ont leur mug à la main, etc. Ils sont là et puis ils viennent se donner rendez-vous devant pour assister au coucher de soleil. Mais le lever de soleil, parfois il faut se lever très tôt, à 6 heures du matin, 7 heures du matin. Et lui, c'est l'homme des levées de soleil. Et donc j'ai trouvé que c'était un beau personnage. Après, bon, je lui ai inventé une vie, un passé, peu importe. Mais c'est vrai qu'il devient c'est un peu l'image, comme au théâtre, vous savez, des chœurs, ils sont un peu anonymes. Enfin, lui, il a un nom identifié, on peut l'identifier, mais il a un peu une présence comme un chœur dans un théâtre, parce qu'il est partout et nulle part à la fois. Alors, il s'engage pas, il est un peu comme elle, hein, il lui ressemble, mais c'est pas une rencontre amoureuse où il n'y a pas Non, de possibilité. C'est vraiment une espèce d'amitié, mais assez humoristique d'ailleurs.
et un lien un peu plastique comme ça, un peu élastique, je trouvais. Et alors lui, je lui ai quand même donné un pédigré. Je me suis dit, ça serait pas mal que ce soit un gendarme ou voilà. Et donc c'est un Ça lui va gendarme. bien. Je trouve que ça lui va bien comme, Ah comme... oui, voilà. Quel rapport vous avez avec la photo? Parce que j'ai l'impression que c'est important pour vous, la photo. Et à la fin du livre, sans dévoiler la phrase exacte, vous avez une mention sur la photo qui est tout à fait vraie. C'est-à-dire que la photo, normalement, elle est fixe, mais elle peut être aussi en mouvement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire qu'on peut changer de place. Si, moi, je sais par exemple, nous, entre cousins, on prend chaque année la même photo sur des marches, mais on n'a jamais la même place. Donc, il y a toujours un mouvement. Quel rapport vous avez avec la photo, Ah, ça, Marie? j'adore ça. Moi, d'abord, je déteste être prise en photo. Donc, je n'ai pas de photos, très peu de photos de moi. J'aime pas. Et j'aime pas. Mais j'ai observé ça. Je me dis, ça, c'est beau aussi, cette idée que euh, on n'est jamais le même. On n'est jamais la même personne, à quel que soit. Mais à chaque instant, chaque seconde, on est quelqu'un d'autre. Donc, quand vous prenez une photo, vous figez quelqu'un dans un moment de sa vie. Mais la seconde qui suit, c'est une autre personne. Il y aura un autre regard, un autre sourire. Donc, ça ne s'applique pas spécialement. On s'en fiche que j'aime être prise en photo ou pas. Donc, c'est pour répondre à la question sur le rapport à la photo. Mais je trouvais que c'était une belle image parce que ça donne de l'espoir, en fait. Je me disais, vous voyez, à quel moment est-ce qu'on décide de faire la photo qui sera la bonne photo? Ben, en fait, Il n'y en a on ne pas. sait pas. Jusqu'à la fin, Oui, on ne c'est sait ça. pas. Et il y a une photo, oui, avec le Buzuc, oui, qui est importante à la fin. Je trouvais que Joséphine avec son chien. Et c'est Guy qui a pris cette photo, alors que jamais il prend de photos de personnes. Il prend que des paysages. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Oui, oui, il y a plein de belles symboliques dans votre livre. Tout ça pour arriver à la littérature, parce qu'on est quand même là pour parler littérature. Quelle influence vous avez, la littérature, ça représente quoi? Quels sont les auteurs qui vous ont influencé au cours de votre vie? Et c'est quoi pour vous la littérature? Bon, alors évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, hein, parce que moi, je lis, évidemment, je suis pas, comme je suis pas toute jeune, vous voyez, j'ai un long passé de lectrice d'abord. Depuis toute petite. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, j'ai pas un auteur que je veux absolument, comment dire, j'ai pas un auteur modèle ou vous voyez une référence absolue parce que c'est pas possible. Mais je connais tellement de chefs-d'œuvre et donc on admire, c'est tout. Mais moi, je suis d'abord une grande lectrice avant d'être, et je lis moins maintenant que j'écris d'ailleurs. Et c'est un petit peu frustrant. Mais et quand j'étais, par exemple, adolescente ou avant mon adolescence, je lisais les sagas. J'aimais beaucoup les sagas parce que ça me transportait. Voilà, j'adorais ça. Je viens d'une famille nombreuse, donc j'aimais beaucoup me- m'isoler. Voilà, donc je prenais des sagas parce que ça me transportait ailleurs et dans d'autres familles que la mienne. Et il y avait par exemple Mazo de la Roche, Jalna. Je sais pas, je Jeanne. l'ai lu il n'y a pas Ils viennent longtemps. de les ressortir chez J'ai lu avec des sublimes couvertures, je vous conseille. Ah, Ah ouais. Ils viennent de alors, cette ressortir les histoire de vrais. famille, là, de colons anglais, là, britanniques, qui sont allés s'installer au Canada. Et donc, il y a plein de volumes. Alors, c'était merveilleux. J'ai lu ça pendant des étés entiers et relu, etc. D'ailleurs, enfin, il y a quelques années, j'avais lu aussi Elena Ferrante, là, que je trouvais magnifique aussi en termes de saga et de l'amie prodigieuse. Et après, qu'est-ce que j'ai lu j'avais fait une petite liste, mais c'est tellement... quand j'avais, par exemple, quand j'avais 20 ans, je me rappelle avoir eu un coup de cœur, mais alors là, je l'ai lu 10 fois peut-être, c'est Cent ans de solitude de Marquez, enfin, Garcia Marquez. Je l'ai offert à tout le monde autour de moi, c'est merveilleux. Ça, c'est un livre qui vieillit pas, qui est très, très beau. Et Cent ans de solitude, donc ça, c'est beau. Après, il y a eu quand j'avais 30 ans à peu près, alors là, je ne lâchais plus, c'était Marguerite Duras. Et je renie un peu aujourd'hui mon amour pour Marguerite Duras, mais j'étais complètement voilà, dans son cercle d'aficionados, enfin comme on dit. Et je l'ai délaissée pour une autre Marguerite maintenant, mais qui me suit Yourcenar? depuis Yourcenar. Alors ça, c'est presque de la littérature de chevet pour moi. D'accord. Je ne voyage nulle part, je vais nulle part sans un livre de Yourcenar. Alors il y a Mémoire d'Adrien, bien sûr. Bon, ça, c'est la référence pour tous ceux qui aiment Yourcenar. Mais il y a aussi Les yeux ouverts que j'ai relu récemment.
qui est absolument magnifique parce que c'est une modernité. Elle a un regard, ce sont des réflexions en fait qu'elle a sur la vie, sur l'écologie d'ailleurs, beaucoup sur l'écologie. J'avais découvert qu'elle adorait la nature, sur la musique, sur l'amour. Elle a un point de vue, mais toujours d'une finesse, d'une intelligence. Et tout ça, c'est toujours écrit avec, de façon, comment dire, à la fois rationnelle et c'est très travaillé, mais il y a aussi la passion à côté. Donc, c'est vraiment un modèle du genre pour Ça moi. vous influence, ça, dans votre écriture, Marguerite Yourcenar, ou pas? Disons que je la mets très haut dans mes passions et dans mes exemples. Et je me dis, bah voilà, si j'aurais adoré quoi, écrire comme ça. J'aurais adoré être, ça pourrait être Vous modeste, je auriez sais. aimé la rencontrer? Ah oui, beaucoup, Qu'est-ce que beaucoup. vous auriez voulu lui poser comme question à Marguerite Yourcenar? Je pense que j'aurais été très intimidée et j'aurais voulu la brancher sur quelque chose pour la faire parler en fait. Donc sur quelque chose un détail, quelque chose de son jardin par exemple. Oui, je pense à ça parce qu'elle parlait du feu, elle faisait des feux dans son jardin, elle jardinait. Et donc j'aurais bien aimé la brancher par exemple sur quelque chose, pas du tout sur la littérature, pas sur l'écriture, mais la brancher sur quelque chose comme ça d'extérieur, un détail, et puis voir ce qu'elle était capable de raconter un peu comme Virginia Woolf, qui est aussi un de mes, comment dire, une de mes passions, enfin, d'écriture, enfin, de lecture plutôt. Et Virginia Woolf, bon, c'est un peu daté, c'est vrai, mais ça se lit tellement bien en même temps, ce rapport à la nature en particulier, puisque bon, moi, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et donc, il y a Virginia Woolf. Et puis alors après, pour aller plus vite, parce que je pense que je n'ai pas le temps de dérouler de faire l'inventaire de tout, mais il y a bien sûr tous les anglo-saxons. Moi, j'aime beaucoup, alors vous voyez, c'est très hétéroclite, mais comme j'aime beaucoup les histoires, moi j'aime bien les histoires, je n'aime pas l'autofiction. Ça se sent dans votre écriture, mais ça se sent, parce que c'est une fiction, on sent que l'histoire est très importante. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que l'histoire, ça devrait être au cœur d'un livre, plus que finalement la forme, même si c'est important. Je dis pas que Oui. c'est pas important, mais ça se sent beaucoup. Est-ce que justement, maintenant que vous êtes publié, est-ce que votre regard change sur vos lectures? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, ah, mais moi, je ne l'aurais pas tourné comme ça, la phrase, est-ce que vous avez une déformation un peu ou pas du tout? Ah, mais pas depuis que je suis publiée, depuis que j'écris. Ah oui, depuis que vous écrivez, vous lisez différemment. Oui, oui. Depuis, ça fait 25 ans à peu près. Donc, j'ai vraiment les deux. Il faut dire aussi que quand même, j'ai une formation en lettres. Donc, j'étais, bon, j'ai fait des études de lettres, quoi. Donc, forcément, on a un biais, on a quelque chose qui nous... Vous voyez, on parlait du titre tout à l'heure, enfin, de la couverture du livre. Bon, on parlait de l'image, par exemple. On sait très bien que c'est un seuil du texte. Et que donc, cette image, elle a été négociée avec Lise Chasteloup, oui, parce qu'elle est programmatique. Donc, on se dit, ah, d'accord, donc c'est une grand-mère, forcément, on voit les mains, on voit elle tient un sac, et c'est tout un programme dans le sac quand même, hein. On se dit, Ah, c'est comme il une y a mémé du calcul, là. pétroleuse, vous voyez, la mémé pétroleuse qui va. Mais donc, c'est pour dire, oui, je suis un peu influencée, bien sûr, probablement par les analyses qu'on pouvait faire quand on était étudiant et quand on était enseignant, etc. Mais ça, j'essaye de m'en détacher. Mais j'ai toujours autant de plaisir à lire, mais ça décuple mon plaisir, en fait, de voir le travail qu'il y a derrière une écriture, des gens qui vont travailler à l'os comme ça, on se dit, ça a dû être très laborieux à faire. Parce que la facilité, c'est de se laisser aller au fil de l'écriture et ensuite de refuser de faire des coupes et de refuser de retravailler. Ça, c'est une autre histoire, hein. C'est réécrire. C'est un crève-cœur souvent. Donc là, Ça, quand on vous a fait retravailler des phrases, parce que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui vous disait, Lise va sûrement dû vous dire, mais ça, on le retravaille. Est-ce que ça a été un problème pour vous, ça? ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que, vous voyez, évidemment, on est moins malléable à mon âge et tout. On se dit, bon, attends, mais moi, je suis sûre de mon coup. Mais donc, au début, surtout quand on a travaillé la partie Jade, hein, parce que la petite fille qui écrit aussi, euh, j'aurais voulu ne pas toucher à cette partie-là. Mais Lise m'a convaincue. Elle m'a convaincue, de même que pour la couverture. C'est elle qui a eu le dernier mot. Et elle a tellement bien fait. Et c'est réécrit et elle m'a expliqué.
Elle m'a très bien expliqué. Elle me dit, il faut se mettre à la place du lecteur. D'abord, il ne faut pas tout dire, il faut quand même aussi expliciter des choses qui n'ont pas été tout à fait explicitées au début de l'histoire. Elle me dit, vous allez le perdre un peu, vous allez le perdre. Et moi, je disais, mais non, 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 il est intelligent, le lecteur, il sait. Ah non, pas souvent. Il faut Donc, il toujours fallait, écouter, et Marie, je vais vous dire, il faut toujours écouter les éditeurs, surtout quand ils vous disent de couper. je sais. Couper, il faut les suivre. Il faut vraiment les suivre. Non, non, mais oui, oui, j'imagine que c'était pas. Ah, voilà. On parle d'éditeurs, de coupe, et qui arrive. Oui, d'ailleurs, je suis dans le noir là. Bah oui. Pas avec ce que vous dites parce que je trouve ça magnifique. Petit instant, je ne vais plus être dans le Ça me noir. permet de rebondir sur un truc. J'ai remarqué, et ça y est aussi dans votre livre, Marie, cette année, beaucoup Il d'auteurs faut toujours n'aiment pas écouter. les voitures Renault, les Dacia particulièrement. J'ai remarqué ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les Dacia et les pizzas à l'ananas? Cette année, il y en a beaucoup, et Marie en fait partie. Elle n'aime pas la Logan de chez Dacia et elle n'aime pas les pizzas à l'ananas. Je referme ma parenthèse, j'ai meublé et je laisse la main à Félix. Euh, je me régale à vous écouter. D'ailleurs, Nathalie disait qu'il faut toujours écouter les éditeurs quand ils veulent couper. Jamais les éditeurs ne vous demandent de rajouter quoi que ce soit. Là, ça n'arrive pas. Là, je dois être à mon 14e roman et je n'ai jamais eu un moment où mon éditrice ou mon éditeur avant, puisque c'était Hubert Nyssen, m'a dit ah non, là, il manque des trucs, faudrait rajouter. C'est toujours enlevé. C'est Oui, toujours les purs en premier. Alors évidemment, je me régale aussi parce que ayant écrit La grand-mère de Jade, dans laquelle j'ai mis le fils en Australie et les deux filles étaient là. Enfin, il y a énormément de choses dans ce que vous dites qui sont très proches de ce livre qui est très cher à mon cœur et qui a été un livre très proche des lecteurs. Et je souhaite à votre livre la même, comment dire, dans la vie d'un auteur, c'est pas forcément le livre que je préfère, mais dans la vie d'un auteur, on a des livres chouchous des lecteurs. C'est-à-dire que euh, je souhaite qu'on vous dise dans 15 ans ce qu'on me dit aujourd'hui en me disant ah, j'ai commencé par La grand-mère de Jade. Et là, je vois des lecteurs qui fondent, vous savez, qui épousent le fauteuil et je vois des papillons dans leurs yeux. Je les envie d'ailleurs parce que je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dans ce livre. oh, c'est drôle ça, oui. Je ne sais pas, parce que je l'ai écrit, j'allais dire je ne l'ai pas lu. Si, si, je l'ai beaucoup lu, mais en fait, je ne l'ai pas lu comme eux. Euh, et donc, je vous souhaite vraiment de vivre ça. Et il y a ce truc avec Merci. les grands-mères quand même. Il y a vraiment quelque chose avec la grand-mère, quelque chose qui est emblématique, surtout quand on saute cette génération, avec ce lien avec la petite fille, avec ces années qui séparent. Euh, Mais, c'est pas votre mère, il n'y a pas le même enjeu, il n'y a pas les mêmes choses qui se développent. Et je pense qu'il y a cette magie euh, de la génération sautée qui est là. Euh, Votre histoire de primo-romancière a beaucoup inspiré de questions et c'est même la majorité des questions que j'ai pour vous. Pourquoi Viviane Ami, à combien d'éditeurs aviez-vous envoyé? Me demande la première Anne, parce que j'ai deux Anne qui posent des questions. parfois que je demande à mon agent, mais je pense que autour d'une quinzaine, hein. Vous avez envoyé à un quinzaine d'éditeurs. Quand vous dites votre agent, vous avez pris un agent? Non, je plaisante parce que c'est Ah bon, d'accord, mon agent, c'est mon mari en fait d'accord. qui avait eu cette idée, voilà, Ah, il a misé sur le bon cheval, il n'y personnelle. a pas Il de m'a dit, souci, je hein. m'en occupe. Il m'a dit, je m'en occupe, tu ne t'occupes de rien. Et donc, il a Ah, fait une démarche qui est formidable, hein. Franchement, j'ai de la chance. Il est allé dans des librairies à chaque fois qu'on se déplaçait quelque part, y compris à Toulouse, où je réside. Il est allé se renseigner. Il est allé raconter l'histoire de mon livre. Il m'a raconté ça après, hein. Et ah, il est allé raconter, il n'a rien à voir avec la littérature, avec l'écriture. Il est allé dans des librairies et il a raconté un peu l'histoire de mon livre qu'il avait lu une fois, deux fois. Et puis il a dit, voilà, elle parle d'écologie, elle parle enfin, de la nature et elle parle du vieillissement, du deuil. Il y a un chien aussi, c'est drôle. Il dit, il y a de l'humour. Bon.
Ça, on n'en a pas trop parlé avec Nathalie, mais moi, je revendique d'être restée sur une ligne de crête comme ça entre la gravité et la légèreté. Et donc, il a raconté tout ça. Et c'était vraiment intelligent de faire ça, je trouve, parce que chaque fois, donc, il a rencontré des libraires qui lui disaient, ah oui, alors telle maison, ça pourrait être pas mal, ou telle autre maison. Et c'est comme ça, donc, il a listé quelques Ok, éditions dont faisait partie Viviane. Viviane Ami. Ok. Et c'est comme ça que Lise Chasteloup a été la première à m'appeler. Enfin, je crois qu'il y a eu un éditeur avant, mais c'était pas, je ne sais plus qui c'était pas quelqu'un de connu, une petite Ouais. maison. Et donc, c'est Lise Chasteloup qui m'a fait la joie de m'appeler un jour en me disant que elle voulait absolument l'éditer. C'est une très très bonne idée d'avoir fait une enquête comme ça en mettant toutes les choses. En plus, Viviane Ami, c'est une éditrice formidable qui évidemment a publié L'Art de la joie. Donc, elle aurait même publié que celui-là, que ça serait. Tout à fait. Oui, Ça m'a fait penser à ça aussi quand vous parliez du journal, parce que L'Art de la joie, il y a tout dedans. Il y a un journal, il y a du passé, il y a du... On dirait qu'elle a rassemblé dans un seul livre tout plein de choses. Euh, et vous parliez de Marguerite Yourcenar et ça m'a fait penser, comme votre livre, il y a le deuil, ça m'a fait penser à cette phrase de Marguerite Yourcenar dans laquelle elle dit, très certainement, s'il est mort, revenez au bout de quelques semaines, pour les vivants, ils deviendraient des intrus. c'est beau. Je trouve que C'est magnifique, hein. Ouais. c'est une façon d'envisager Oui. euh, notre deuil qui est très surprenante. Je suis sûre qu'elle a raison. C'est vrai. Non, mais de toute façon, elle a toujours raison. Ça, moi, je suis une inconditionnelle de Yourcenar parce que pour moi, c'est l'intelligence d'abord et la réflexion. Et elle ne dit rien sans qu'elle le pense vraiment. C'est pas du tout quelqu'un, elle n'est pas dans l'imposture, quoi, du tout. Et d'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, j'étais allée écouter une chorale et il y avait des chants qui étaient inspirés de poèmes de Marguerite Yourcenar et en particulier des poèmes sur le deuil, justement. Et c'est peut-être, vous voyez la phrase que Frédéric vient de nous citer, c'est peut-être un extrait d'un de ses poèmes ou en tout cas d'une réflexion autour du deuil. Oui, Je ne sais même plus où je l'ai lu, cette phrase, mais elle m'avait frappée parce que c'était une façon d'envisager le deuil qui était tellement à l'opposé. Euh, on envisage le deuil que dans le manque, jamais dans le fait que si on les revoyait, il serait dérangeant. Mais oui, voilà. En tout cas, alors il y a une autre question aussi sur le fait d'écrire pendant longtemps. Parce que on a beaucoup regardé, je pense, par des personnes qui écrivent aussi et qui se demandent comment on arrive à la publication. Vous avez dit tout à l'heure que vous écrivez depuis 25 ans. oui. Vous saviez qu'un jour vous alliez envoyer quelque chose ou pas? Non, non. Parce que moi, l'objectif, enfin, mon projet de vie, en quelque sorte, par le fait d'élever mes enfants et puis voilà, d'aimer la nature, de me promener, de voyager un peu, etc. Voilà. C'était toujours de garder le contact, ce qui me rend le plus heureuse, en fait. C'est Mm. c'est même plus tellement de lire. Ça a été pendant très longtemps la lecture. Ça, bien sûr. Bon, ben ça, je ne suis pas la seule, c'est pas un scoop pour beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui. Et puis après, ça a été écrire. Mais le plaisir d'écrire est tellement plus important, enfin, à provoquer chez moi des choses très intimes, très bouleversantes. Et comment, c'est du mal à expliquer, à dire comment ça se fait, mais comme une sorte de fièvre ou des choses que je n'avais jamais ressenties dans ma vie, dans d'autres, même après un bon repas, ou je sais pas moi, où je me disais peut-être que si je fumais des joints, je ressentirais une espèce d'euphorie comme ça, mais c'est pas ça, il y a de voir que c'est possible. Alors, bien sûr, moi, j'ai connu la page blanche, je sais que mais j'aimais beaucoup l'idée de la discipline aussi, parce que je ne suis pas Mm. quelqu'un de très discipliné intrinsèquement. C'est pas dans ma nature d'être très disciplinée. Et j'avais besoin de cette discipline. Donc je me disais, finalement, je m'imposais des séances ou des séquences d'écriture, alors que j'étais
au tout début d'un projet, mais je travaille jamais deux projets en même temps. Donc il y en avait un, mais parfois j'étais dans l'impossibilité matérielle d'écrire, hein, pour des raisons familiales, etc., des trucs qui nous embêtent. Et j'étais dans l'impossibilité matérielle, donc j'avais recours à des moyens pour ne pas lâcher complètement. Et donc, par exemple, à un moment donné, dans mon livre, celui-là en particulier, à un moment donné, je dis qu'elle est tombée, elle s'est foulée le poignet. Et pendant 2 mois ou un mois et demi, elle ne pouvait plus écrire. Mais en réalité, c'est moi, à cause de longues vacances où je ne pouvais plus écrire. Et donc, il fallait que je justifie le fait d'avoir eu cette période de non-écriture. Mais enfin, là, je Alors l'ai. qu'on n'est pas au courant, en fait, hein, quand on lit le livre. Ah non, On ne sait pas hein, que vous n'avez plus. bien sûr que non. Mais vous voyez, donc ça, publier, non, 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 c'était pas quelque chose que j'envisageais parce que j'avais compris quand même aussi depuis longtemps que c'était un parcours douloureux. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de très intime, l'écriture, même si on ne parle pas de soi, hein, même si on Mm. sait que le personnage, c'est une émanation de soi, mais qui vous échappe. Hein. Là, c'est exactement ça. Moi, je ne suis pas du tout ce personnage. J'aimerais bien lui ressembler d'ailleurs, mais c'est pas moi. Et je me disais, est-ce que, je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Que vous aimeriez lui ressembler? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de, cette, de ce personnage? Bien sa liberté, son libre arbitre, sa santé, parce que il faut avoir la santé quand même pour pouvoir courir après un chien comme ça pendant des jours et des jours et des mois, et puis survivre aussi à un deuil extrêmement douloureux pour elle. Et donc je comblais le manque. C'est pas, ça ne doit pas être facile. Et moi, je sais que l'écriture, pour moi, tant que j'ai un cerveau qui fonctionne, et la possibilité de taper sur un clavier, je sais que ça peut me sauver de tout, de tout. Vous voyez, des pensées noires ou quand je suis l'actualité, je suis toujours très au courant de tout. Et c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle n'est pas au courant, elle. Ça n'a pas besoin d'être au courant, informée. Mais moi, j'aime bien cette idée d'avoir un refuge. Alors, il y a des gens, c'est la musique, d'autres, mais l'art, d'une façon générale, je pense, vous transporte à côté de vous-même. Et ça, c'est merveilleux comme cadeau. Vous voyez, vous recevez ça comme un don, comme un cadeau. Mais ce qui sort de soi est plus grand que soi. Oui, C'est tellement agréable. d'accord, oui. C'est quelque chose qu'on a en commun et qu'on entend avec les sculpteurs, avec les peintres. Je trouvais magnifique. C'est Renoir, je crois, qui disait, je m'attends dans la page, je m'attends dans la toile. Vous voyez, je l'ai transformé tout de Oui, suite. Je m'attends oui, dans c'est la bien. page. Je trouve ça beau, s'attendre dans la page. Comme ce petit garçon qui disait au sculpteur, comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre. Euh, j'ai acheté un grimoire un jour et la dame m'a dit, vous avez l'air fébrile en achetant ce truc. Et je dis, oui, il y a un livre dedans. Je ne sais pas encore lequel. Mais Oui. voilà, Mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui sont certainement très touchés par ce que vous racontez sur le fait euh, cette distance sage, je trouve, que vous avez avec le fait de ne pas avoir publié tout de suite, de savoir que ne pas avoir publié, ça n'empêche pas d'écrire. Ça n'empêche pas d'écrire au niveau de la publication. ah oui, 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 je suis C'est d'accord. très important, cette exigence qui existe, en fait, quand on ne sait pas encore à quoi ça sert. À quoi ça sert de publier? Oui, parce que moi, je pense qu'on écrit d'abord pour soi. Enfin, moi, en tout cas, j'écris ça me fait plaisir d'écrire. Et puis, j'ai déjà entendu d'autres auteurs dire ça, dire, moi, j'écris un livre que j'aimerais lire. Que j'aimerais lire, avoir le plaisir de lire. Donc, je n'écris rien sur commande, par exemple. Je ne serais pas capable de faire ça. J'aurais pas cette joie dans l'écriture. Oh, mais si, vous l'auriez. Parce que la commande, c'est une contrainte. Et la contrainte, quand on vous la donne, vous n'avez qu'une idée, c'est la contourner. Et c'est un challenge. Et c'est vachement intéressant. J'adore ça, moi, la contrainte. La commande, c'est vraiment ça. Pas une commande qui ne vous ressemble pas du tout. Mais vous allez voir.
je suis sûre qu'on va vous demander quelque chose et vous allez prendre du plaisir à Est-ce que je aller vais... dans cette contrainte. Il y a eu un rassemblement d'écrivains une fois dans un salon. Bon, on avait un peu bu, hein, c'était la fin de la soirée, et nous a demandé à quel mot on pourrait utiliser pour remplacer l'écriture. Et les filles, puisque nous étions beaucoup de filles, nous sommes toutes tombées d'accord sur orgasme. C'était... Bon, Bah, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais enfin, souvent quand on parle de fièvre, mais ça s'apparente à en tout cas à l'oubli de soi. Voilà. C'est ouais. c'est surtout ça que moi que j'ai découvert, quoi, que là, cette possibilité. Mais je pense que quelqu'un qui chante dans un chœur ou qui compose une musique, et que ça ressent. C'est plus fort que soi. C'est quelque chose qui est en soi, mais qui sort de vous-même, mais qui n'est pas maîtrisé, maîtrisable. Enfin, moi, j'aime bien. Après, on être dans la maîtrise. Alors, c'est pour ça, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'écriture. Moi, bien sûr, je sais ce que c'est un chef-d'œuvre. Ah, ça, comme tous les grands auteurs, tous les auteurs, on les connaît tous, les Russes, les Proust, enfin bon, la liste est tellement immense. On les connaît, on sait ce que c'est un chef-d'œuvre, on sait pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Euh, Mm. pourrait l'expliquer, on n'est pas là pour faire un cours de littérature. Et moi, je sais que j'ai pas encore fait de chef-d'œuvre, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, l'occasion, la chance de pouvoir travailler, parce que je pense qu'il faut peut-être un temps long et des conditions extrêmement favorables, particulières pour partir sur le long, parce que je ne sais pas, pour moi, un chef-d'œuvre, ça ne peut pas être un livre de 100 pages, enfin, quoique, on ne sait pas. Peut-être Oh, si, de peut-être de la 15 poésie. même. Ah ouais, peut-être. Ah Non, je dis des oui, de bêtises 15 alors. pages. Mm. Non, je, je pense au livre très court de Stig Dagerman sur notre besoin d'être consolé est insatiable. C'est très court. C'est tout comme on peut s'emmerder copieusement avec 15 pages nulles Mm. et mettre le pied sur le frein pour avaler 800 pages parce que c'est Victor Hugo et que c'est tellement bien Victor Hugo. Bon, alors ça donne de l'espoir, hein. C'est bien. Si on peut écrire court et très beau, ça, Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, un chef-d'œuvre, il vous échappe forcément. Puis vous le saurez pas sur le moment, puisque un chef-d'œuvre, c'est dans 100 ans. Donc, mais c'est dans donc moi, 100 ans non, qu'on dira. mon objectif, c'était vraiment ça, c'était de me raconter à moi-même des histoires. Voilà. Et donc, les précédents Je romans, pense c'est que ça. c'est très réussi et que vous allez recevoir plein de lettres. Oh, c'est gentil, merci, hein. Merci beaucoup. Marie,